Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors on l'avait déjà relevé la semaine dernière et parlé avec l'UNPI. Le Parlement européen a adopté mardi 14 mars une proposition de révision d'une directive sur la performance énergétique des bâtiments. Alors dit comme ça paraît un peu éloigné de notre vie concrète, mais l'objectif donc annoncé est de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, la consommation énergétique des bâtiments de l'Union européenne d'ici 2030 et donc de rendre les bâtiments neutres pour le climat d'ici 2050. Jusqu'à là, bon, objectif plus ou moins louable qu'on peut comprendre venu de l'Union européenne. Sauf que quand on regarde dans le détail, on comprend à la lecture du texte que les bâtiments résidentiels ne devront plus dépasser la classe énergétique E d'ici 2030 et même la classe D d'ici 2033. Après cela, les propriétaires donc des bâtiments qui sont classés derrière, E, F, G, n'auront qu'à assumer les travaux de rénovation avant une possible revente. Ainsi, la situation des propriétaires empire. Déjà, on l'avait également souligné avec la loi Climat 2021, dont la première échéance est d'ailleurs entrée en vigueur au mois de janvier 2023. La location des bâtiments classés G+, ont été interdits de location. Et dès 2025, ils seront rejoints par les autres étiquettes G, puis les biens classés F à partir de 2028. Tous ces classements feront que vous ne pourrez pas louer votre bâtiment. Et puis même, maintenant, on le comprend, si cette directive est mise en application, vous ne pourrez plus non plus le vendre de façon simple et classique. Alors, cette directive, s'il bloque la location, limiterait donc la vente et donc atteindrait directement le principe de propriété privée. Et sommes-nous finalement, et c'est toute la question, parce que ce sujet-là, on l'avait déjà abordé, mais là, on est vraiment sur un sujet presque philosophique et sociologique, politique évidemment. Sommes-nous, en ce moment, sans nous en rendre compte, en train de glisser dans un régime qui interdit la propriété privée? C'est la question qui se pose et que nous posons à nos deux invités. Bonjour Jean-Philippe Delsol. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat, essayiste français. Vous êtes également président et administrateur de l'Institut de recherche économique et fiscale, l'IREF, bien connu. Et vous travaillez beaucoup sur cette question. Je crois même qu'il y a une note qui va bientôt être publiée sur la question de la propriété privée. Et en collaboration avec l'UNPI, absolument. Voilà, en collaboration avec l'UNPI que nous recevions dernièrement et avec qui nous tirions la sonnette d'alarme sur cette révision de directive européenne. Et puis nous sommes également avec Alexandre Cugnage. Bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes donc avocat au barreau de Paris et notamment avocat en droit immobilier et vous creusez également ces questions-là. Alors peut-être pour commencer, je vais vous donner la parole Jean-Philippe Delsol, puisque vous travaillez beaucoup sur ces questions-là. Vous suivez évidemment les attaques, on va dire, qui sont faites contre la propriété privée depuis un moment. Finalement, ce n'est peut-être qu'une goutte de plus, mais une goutte qui va très très loin, là, cette proposition de révision de directive européenne. Oui, vous avez défini l'objectif énergétique de cette proposition européenne qui est en fait adoptée par le Parlement le 14 mars dernier, ce qui ne veut pas dire que le texte est encore définitif, mais c'est une étape importante et extrêmement inquiétante dans l'adoption de ce texte qui, bien sûr, prend prétexte de l'énergie pour apporter beaucoup de réglementations concernant la gestion des logements par les personnes privées, c'est-à-dire qu'en fait, l'Europe veut que les États, sous sa coordination, décident des logements que nous habiterons demain. Et alors non seulement les élus européens se font techniciens, ingénieurs, pour nous dire quels matériaux nous devrons utiliser, comment nous devrons rénover, comment nous devrons nous éclairer, nous chauffer, etc. J'en passe et des meilleurs. C'est un texte absolument ahurissant, il faut le dire. Mais ça va même beaucoup plus loin. Je pense que ce texte, en fait, est peut-être l'un des premiers textes européens qui relève véritablement d'une forme de pré-totalitarisme. Je pèse mes mots. Pourquoi ? Parce que clairement, ouvertement, ce texte prend prétexte de l'énergie pour nous dire qu'il veut imposer une sorte d'utopie sociale, de normes sociales à l'ensemble de la population européenne. À deux titres. Il veut que tous les bâtiments soient rénovés pour, et j'ai parlé d'utopie, qu'il y ait une consommation carbone zéro,
ce qui n'a pas de sens, car nous humains, nous avons besoin de carbone et nous en dépensons tous les jours. Donc ça n'a juste pas de sens. Et cet objectif, déjà par lui-même illusoire, ils l'inscrivent dans un projet qu'il y a déjà 2 ans a défini la présidente de la Commission, Madame van der Leyen, ce qu'ils appellent un Bauhaus, un nouveau Bauhaus. Alors le Bauhaus, ça parle pas beaucoup aux gens, en tout cas les Français. Le Bauhaus, c'est un mouvement architectural à la base allemand de l'entre-deux-guerres, avant la dernière guerre mondiale, qui avait une sorte de volonté de loger les gens d'une manière globale, dans un habitat surtout populaire, mais qui en même temps gère leur vie dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est une vision globale et utopique de la gestion collective des individus plutôt que de la liberté des individus de gérer leur vie par eux-mêmes. Et expressément, dans le texte même de cette proposition de directive, eh bien, l'Europe, le Parlement européen, avec des conservateurs qui l'ont voté, d'autres qui ont voté contre, mais je le dis, des conservateurs qui ont voté cette loi, des libéraux, bien sûr, qui ont voté cette loi, et puis des gauchistes, si je puis dire. Et ces gens-là disent ouvertement, nous voulons construire un nouveau Bauhaus, c'est-à-dire cette utopie sociale européenne. Donc, ils avouent leur crime, en quelque sorte. Ils veulent nous prendre en main de A à Z. Mais avec une prise en main utopique, mais qui atteint à nos droits fondamentaux. Je veux dire, le droit à la propriété privée, c'est l'un de nos premiers droits. Ah ben je pense que notre premier droit, c'est peut-être celui à la liberté, mais la propriété est de l'essence même de la liberté, car sans propriété, on perd très vite la liberté. Et effectivement, vous avez totalement raison, ils veulent prendre notre vie tout entière en gestion de manière collective, c'est-à-dire nous déposséder et de la propriété et de la liberté de nous loger et de gérer nos vies comme nous voulons. Ouais, donc on a bien compris, c'est absolument fondamental ce qui est en train de se jouer. Il faut vraiment en parler. Alexandre Cugnache, vous aussi, vous considérez que finalement, là, on a atteint peut-être avec ce texte un horizon qu'on n'avait encore jamais atteint, une atteinte à la propriété privée comme jamais. Oui, je vais reprendre le mot de mon confrère qui a dit que cette réforme était ahurissante. Il a parfaitement raison. On est en train de nous construire un vaste phalanstère. Et je reviens sur cette question de la liberté. Effectivement, le droit de propriété, je le rappelle, c'est l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est un droit inviolable et sacré. Et mon confrère a parfaitement raison. Pourquoi ce droit est-il inviolable et sacré ? Parce qu'il est la condition de l'exercice de la liberté. On ne peut pas être libre si on n'a pas de chez soi. On ne peut pas être libre si on ne peut pas posséder son outil de travail, sa terre, sa maison, etc., etc. C'est le lieu de préservation de l'intimité, de la vie familiale, etc. Donc oui, c'est une atteinte absolument scandaleuse. Je rappelle que le droit de propriété, c'est évidemment le droit de disposer librement de son bien. Donc de pouvoir le vendre au prix que l'on souhaite, à qui on le souhaite, sans que l'État vienne imposer ses conditions. Sinon, effectivement, ce n'est plus du droit de propriété, vu que la libre disposition disparaît, tout simplement. Ici, je voudrais juste qu'on revienne sur le concret avant de démarrer en philosophie, puis surtout sur ce que ça annonce pour la suite. Jean-Philippe Delsol, avec cette proposition de directive, on est bien d'accord qu'en fait, si on n'a pas le logement souhaité, écrit donc avec la classe énergétique voulue par le Parlement et vous l'avez dit, les matériaux annoncés, etc. On est bien d'accord qu'on est complètement bloqué pour la vente. Alors, c'est dit expressément, c'est-à-dire que à partir de 2030 ou 2033 selon les cas, les vendeurs devront présenter un certificat énergétique disant
sous contrôle des États, bien sûr, très étroit, disant quelle est la classe de leur logement. Et si on est en dessous des classes E en 2030, D en 2033, on ne pourra même plus vendre son logement. Il faudra faire des travaux sous le contrôle d'équipes étroitement étatisées avant de pouvoir le vendre. C'est-à-dire qu'en fait, ne plus pouvoir le vendre, ça veut dire aussi ne plus pouvoir l'acheter côté acquéreur. Et c'est là probablement qu'est la plus grave et la plus nouvelle atteinte à nos droits de propriété. C'est, je crois, du jamais vu dans une Europe libre. On a vu ça évidemment en Union soviétique. On a peut-être vu des choses similaires dans l'Allemagne nazie, mais dans l'Occident libre, on n'avait jamais vu ça de mémoire vivante. Et ça, enfin, on ne pourra plus vendre, sachant que, je reste encore un tout petit peu dans le concret, ça veut dire que des personnes qui n'ont pas les moyens de faire ces travaux n'ont pas non plus les moyens de vendre une maison. Alors peut-être ils ont besoin de ces moyens pour pouvoir s'acheter un logement plus petit, par exemple, et finalement ils sont totalement bloqués. Alors c'est presque plus grave que ça. Ça veut dire que, si vous voulez, le Parlement européen et la Commission ont abordé ce sujet et disent ah oui, bien sûr, il y aura des pauvres, alors il va falloir s'en occuper. Et alors justement, les États vont s'en occuper, c'est-à-dire qu'ils vont leur procurer des subventions à nos frais, bien sûr, de contribuables à tous. Ils vont leur proposer non seulement des aides, mais des prêts qu'ils vont obliger les banques à leur donner. Et puis ensuite, comme ils ne pourront pas rembourser ou difficilement, eh bien, on va les prendre en charge aussi. Vous savez, on prépare des nouvelles crises immobilières comme celle de 2008, avec ce qu'on a appelé les subprimes, c'est-à-dire des prêts abusifs à des gens qui ne pouvaient pas emprunter. Et en fait, on prend ce qu'on prépare, et c'est, je crois, la volonté suprême de l'Europe. Ce qu'on prépare, c'est véritablement l'étatisation globale de notre société. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Et continue d'en parler Jean-Philippe Delsol, Alexandre Cugnache. Mais d'abord, un point sur les informations. Il est 8h sur Ligne Droite. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. En fait, ce qui se passe en ce moment est absolument fondamental et il est vraiment important que vous autres auditeurs qui nous écoutez, vous vous rendiez bien compte de la situation éclairée aujourd'hui par Jean-Philippe Delsol et Alexandre Cugnache. Jean-Philippe Delsol, avocat essayiste et surtout président administrateur de l'Institut de recherche économique et fiscale, l'IREF. Et puis Alexandre Cugnache, avocat au barreau de Paris et également avocat en droit immobilier. Alors, je rappelle, pour ceux qui auraient raté le début de cet entretien, que le Parlement européen a adopté le mardi 14 mars dernier une proposition de révision d'une directive sur la performance énergétique des bâtiments. En gros, pour faire simple, les bâtiments résidentiels ne devront plus dépasser une certaine classe énergétique. Et si vous êtes propriétaire de bâtiments classés E, F ou G, vous ne pourrez plus vendre votre bien d'ici 2030 puis 2033. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et tout à l'heure, Jean-Philippe Delsol disait même qu'on rentrait dans une forme de pré-totalitarisme. Et je posais cette question de comment font les personnes qui n'ont peut-être pas les moyens et qui veulent vendre leurs biens mais ne peuvent pas parce qu'elles ne peuvent pas faire les travaux nécessaires pour pouvoir vendre leurs biens à temps. Et Jean-Philippe Delsol expliquait quelque chose de très très intéressant qui montre bien qu'on est dans un système en fait et pas seulement sur une erreur de loi ici, que finalement c'est tout un système de subvention pour ces personnes en difficulté financière qui va être mis en place, obligation donc aux banques de faire des prêts. Et donc en fait on voit que la liberté c'est non seulement la liberté des propriétaires qui va être atteinte, mais celle des banques et celle de tous les acteurs du marché. Et c'est là qu'on voit que le système est, pardon d'utiliser ce mot très grandiloquent, mais il y a une forme de totalitarisme. Alexandre Cugnache, à ce sujet-là, j'imagine que vous souhaitez réagir. Oui, mais enfin, c'est un vaste, ce n'est que la suite, pardon, d'un vaste mouvement. Rappelez-vous des paroles de Klaus Schwab, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Voilà, ils veulent abolir la propriété et donc la liberté, mais on a déjà vu des atteintes très très graves aux libertés privées et publiques. Je vous rappelle quand même de l'enfermement de la population au titre du Covid, le fameux pass sanitaire, etc. C'est un mouvement global. Alors ce point est très grave parce qu'il touche effectivement
au droit de propriété. Mais c'est un mouvement général. On voit bien que sur tous les plans, sur tous les fronts, ils veulent faire reculer les libertés. Et c'est de plus en plus grave. Moi, je suis, à titre personnel, très, très inquiet. D'autant que bon, la justification économique est parfaitement fallacieuse, hein, parce que ça veut dire qu'on va mettre hors... Écologique, vous voulez dire ici. Oui, oui, économique et écologique. Parce qu'on va mettre hors du marché une proportion énorme des biens immobiliers. Or, on sait que sur le plan écologique, la construction est l'un des principaux vecteurs d'émissions de carbone, etc., notamment par la fabrication du ciment. Donc cet argument ne tient pas, encore une fois, c'est un... Mais c'est la même chose d'ailleurs qui se passe avec les voitures et la volonté de mettre fin aux voitures thermiques, alors qu'en fait peut-être une des solutions les plus écologiques serait de conserver sa vieille voiture plus longtemps. Exactement. On sait très bien que construire une voiture électrique coûte extrêmement cher en bilan carbone, en métaux précieux, etc., etc. Donc, encore une fois, ces arguments ne tiennent pas et sont tout simplement irréalistes. Et la volonté n'est pas d'améliorer les conditions de vie des gens, mais bien de prendre le contrôle sur leur vie. Alors, un autre problème qu'il faut aborder, un autre angle de cette problématique d'atteinte aux droits de la propriété privée, Jean-Philippe Delsol, c'est qu'en plus, bon, ça passe par le Parlement européen, donc il y a quand même un système de Parlement, mais on est quand même bien loin du vote des Français pour diriger leurs affaires, on va dire. Et ici encore, que l'Union européenne décide pour chaque État et donc pour chaque citoyen, entre autres français, cela pose de grandes questions. On est en fait sorti du cadre européen d'origine qui nous avait rassemblés. Je pense qu'on était nombreux, enfin en tout cas j'étais de ceux-là, à favoriser une Europe culturelle défendant notre civilisation commune qui a des racines chrétiennes. Mais aujourd'hui c'est une Europe technocratique, antidémocratique, qui veut nous imposer d'en haut des règles qui sont totalement irréalisables, sauf à rentrer dans un système soviétique, ce qui sera le nôtre. Car je vais ajouter un point qui apparaît de détail, mais qui en réalité est extrêmement important. En plus, dans ce projet de proposition, qui n'est pas loin d'être définitif, si nous ne réagissons pas peut-être unanimement en Europe, espérons que nous allons réagir, mais dans ce projet, il est indiqué que, bien entendu, c'est comme si c'était naturel, tous ces bâtiments nouveaux, parce que tous les bâtiments ne vont être rénovés. En fait, il faut se couper du passé. Il y a une sorte de wokisme, comme on dit dans ce jargon anglo-saxon. Il faut se couper du passé en supprimant tous les anciens bâtiments et en les transformant tous. Il faut que ce soit des nouveaux bâtiments, qu'il n'ait plus de ressemblance avec ceux d'avant. Et ces nouveaux bâtiments, bien entendu, fonctionneront entièrement à l'électricité. Mais attention, pas n'importe quelle électricité. Une électricité reposant sur des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on sera bardé de panneaux solaires et entouré de nouveaux moulins à vent. Et alors, bien entendu, quand il n'y aura pas de soleil et pas de vent, ou trop de vent, eh bien, le bâtiment s'éteindra, c'est-à-dire à peu près probablement les 2 tiers du temps, le bâtiment ne fonctionnera pas. Bonjour l'Union soviétique. Oui, et ce que vous soulignez, encore une fois, d'abord philosophiquement très fort, mais en plus nous met également la puce à l'oreille sur le risque de dépendance de plus en plus important. C'est-à-dire que pour le coup, certains développent aujourd'hui, et surtout on avait tout ça dans les vieilles maisons, des cheminées ou des poêles, etc., qui permettaient de se chauffer de manière indépendante au feu de bois. Ici, d'après ce que je comprends, si on est tous à l'électricité et qu'en plus cette électricité n'est même plus souveraine, parce qu'on voit ce qui arrive en France, mais qu'on est dépendant d'énergie extérieure, dont allemande ou voire plus loin, ça pose de grandes questions, non seulement de souveraineté nationale, mais encore une fois d'indépendance. Bien entendu, et j'ajoute que le texte prévoit que tout ça sera sous contrôle des autorités locales ou nationales, c'est-à-dire que chaque bâtiment aura une sorte de fiche de tenue de bord qui sera communiquée automatiquement aux autorités qui vérifieront si on ne consomme pas trop et si on consomme bien.
Donc, qui va d'ailleurs dans les réflexions qu'on a pu avoir ici avec le compteur Linky qui récupère déjà toutes nos données. C'est du même ordre. Sans qu'on sache vraiment pour le moment quels sont les intérêts directs. Maître Cugnache, à ce sujet-là? Oui, non, mais on revient toujours au même point, c'est que l'État et donc l'Union européenne derrière cherchent à rentrer chez vous par tous les moyens. Ça, c'est la définition du totalitarisme, hein. C'est-à-dire l'impossibilité de l'intimité, l'impossibilité, cette obligation à la transparence permanente. Mmh. Alors, on me bassine un peu avec ce terme de transparence. Moi, je ne suis pas du tout pour la transparence absolue. Il faut des barrières, il faut des lieux d'opacité, il faut des lieux où on ne puisse pas nous regarder, où l'on puisse être justement dans l'intimité. Et c'est ça que viole l'Union européenne et que viole l'État, alors que normalement un État libéral comme était le nôtre, mais ce n'est plus le cas, justement a pour vocation de défendre les libertés publiques et individuelles. Et là, c'est précisément l'inverse. Il casse petit à petit tous les outils de l'État libéral, la liberté d'expression, le droit de propriété, la liberté de circuler, etc., etc. Mais c'est donc vraiment dans tous les domaines. Ouais. Et encore une fois, j'insiste sur ce point parce que on a tendance à penser que le mot de transparence est un beau mot. Non, c'est la transparence absolue, c'est le totalitarisme absolu. Et il faut pouvoir se cacher de l'État. La transparence, c'est le contrôle, en fait, d'après ce que vous dites. Un autre élément très important, vous l'avez relevé tout à l'heure, Alexandre Cugnache, concernant le fait que donc, la propriété faisait partie, évidemment, de le droit à la propriété privée de notre Constitution. Et seulement, mais même légalement, comment un texte européen peut passer en violant notre propre Constitution ? Parce que l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je vous l'ai cité de manière tronquée tout à l'heure, il précise que l'utilité publique peut s'opposer justement au droit de propriété. Mais normalement, c'est censé être largement proportionné et en plus préalablement indemnisé. Ce qui apparemment n'est pas le cas dans ce texte. Mais on a vu que notamment le Conseil constitutionnel, mais aussi le Conseil d'État, sont quand même de moins en moins regardants à la protection de nos droits et libertés fondamentaux. Oui, on a un problème de contre-pouvoir. Jean-Philippe Delsol à ce sujet. Oui, le vrai problème aujourd'hui, vous savez, c'est que l'intérêt général, qui est une notion extrêmement vague, est un fourre-tout qui sert à tout, et notamment à nous spolier. C'est au nom de l'intérêt général déjà que la propriété en France, en réalité, est extrêmement limitée et déjà très amputée. Vous savez, aujourd'hui, à des niveaux marginaux de revenus supérieurs, être propriétaire et recevoir des loyers, c'est plus intéressant. On ne gagne plus rien entre l'IFI, les taxes foncières, l'impôt sur le revenu, la CSG, etc. Le propriétaire ne gagne plus, alors sauf s'il fait des plus-values. C'est-à-dire qu'on rentre dans un système qui est totalement pernicieux, où en fait les limitations à la propriété, que ce soit fiscale, la France est le pays le plus taxé sur le plan immobilier en Europe, que ce soit donc sur le plan fiscal ou sur le plan réglementaire. On le sait, on ne peut plus se séparer de son locataire, on ne peut plus rien faire dans son logement, etc. Et donc, déjà, le propriétaire, il est au fond écarté de ses propres projets d'investissement immobilier par les contraintes qui pèsent sur lui. C'est-à-dire qu'on crée de la rareté. Et la rareté, ce qui sauve un peu la propriété parce que ça permet de faire des plus-values, c'est-à-dire d'augmenter les prix au détriment notamment des plus modestes. En réalité, tous ces textes qui sont soi-disant faits d'un point de vue social sont des textes qui ruinent les petites gens. Ouais, je voudrais qu'on s'arrête, puisque vous avez parlé de l'IFI, de la tendance Emmanuel Macron, également Jean-Philippe Delsol, puisque peut-être que finalement les choses, alors on parle de l'Europe, mais aussi au niveau français, se sont empirées sous l'ère Macron, n'est-ce pas ? Bien entendu, vous savez, M. Macron, il n'aime ni les enfants, il n'en a pas, ni la propriété, il n'en a pas. Il a eu un appartement quelques années, il l'a vite revendu. Ça lui plaît pas, il aime mieux vivre chez les autres et si possible aux frais du contribuable. Et donc, en fait, la notion de propriétaire, lui,
ça le regarde pas. Ce qu'il aime, c'est vivre dans les locaux de l'État. En plus, c'est plus facile. Et donc, il n'a pas compris que s'il y avait plus de propriétés, si les propriétaires étaient traités comme les autres, car en fait, ils sont surtaxés de beaucoup, eh bien, s'ils étaient traités comme les autres investisseurs, comme il a traité d'ailleurs les investisseurs mobiliers, c'est-à-dire d'entreprises, d'une manière plus favorable et intelligente, au demeurant, eh bien, qu'il y aurait effectivement plus d'investissements dans l'immobilier et donc moins de rareté et donc des prix plus abordables pour tout le monde et plus d'intérêt pour tout le monde pour ce secteur immobilier qui est un secteur économique comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a autant d'intérêt pour chacun de nous et pour la collectivité que les autres secteurs de l'économie. Oui, en fait, mais dès son arrivée avec l'IFI, on a vu qu'il y avait une forme de discrimination immobilière de son côté, Maître Cugnache. Oui, mais je crois qu'il y a un profond fond justement idéologique. C'est-à-dire que M. Macron et les gens qui l'entourent détestent la stabilité. Ils détestent la permanence. En marche. Mais oui, la République en marche. Tout est dans le nom. Mais j'attirerai votre attention sur un point. Hannah Arendt nous dit que l'un des critères du mouvement totalitaire, c'est précisément le mouvement. C'est-à-dire que c'est le mouvement pour le mouvement. C'est la haine du stable. C'est la haine du permanent. Or, qu'y a-t-il de plus permanent dans ce bas monde que les biens immobiliers, par définition? Et il n'y a rien de plus. Mais il y a vraiment, je crois, une haine idéologique de la stabilité. Alors, une question maintenant un peu concrète, maintenant qu'on a bien fait le tour et qu'on comprend en tout cas, on va dire, les relents totalitaires de ces directives européennes qui malheureusement sont bien parties pour être prises. Que peut-on faire, citoyens français, que peut-on faire? Jean-Philippe Delsol, je sais que vous allez publier une note sur cette question qui est très importante, mais a-t-on une chance de pouvoir arrêter les choses? Puisque là, on comprend qu'on arrive vraiment dans un monde que nous ne souhaitons pas. En effet, je pense que notre rôle, modestement, c'est d'alerter. Ce que vous faites ce matin, ce que nous faisons avec mon confrère Cugnache, c'est d'alerter, d'écrire et d'essayer d'éveiller la conscience politique d'un certain nombre d'élus et peut-être de syndicats d'ailleurs aussi. L'UNPI, je pense, sera très sensible, bien sûr, et pour que on réagisse. Et le jour où il faudra inscrire cette loi européenne dans la loi française, puisque ça se passe comme ça, eh bien, ce sera peut-être l'occasion de la révolte. Mais je me permets d'insister sur le fait qu'il faut faire prendre conscience que véritablement, cette idée de créer une sorte d'utopie sociale est extrêmement dangereuse, car vous savez, et je rejoins totalement ce que dit mon confrère Alexandre Cugnache, les gens, les politiques qui veulent construire des cités parfaites pour les autres engendrent toujours la terreur. Oui. Maître Cugnache, le mot de la fin? J'ai quand même un petit espoir, c'est que la France est un pays de propriétaires et que ça risque d'être peut-être la goutte d'eau qui fera déborder le vase, espérons-le, et que justement, comme le disait mon confrère, que le temps de la révolte arrive. C'est très bien, vous faites le lien avec votre chronique, puisque vous êtes également chroniqueur chez nous, Maître Cugnache, et que dans quelques instants, vous allez nous parler de l'émeute à la foule. Mais merci encore, en tout cas, Jean-Philippe Delsol. Je rappelle que vous êtes avocat, essayiste, président et administrateur de l'Institut de recherche économique et fiscale, donc l'IREF, et qu'il y a cette note qui va être publiée, qui est absolument fondamentale. On l'a dit, il faut informer, il faut que tout le monde réalise ce qui est en train de se passer. Une note en coordination avec l'Union nationale des propriétaires immobiliers et l'UNPI dont on parlait tout à l'heure. À quel moment vous pensez qu'elle sera publiée, cette note? Je pense dans le mois d'avril. D'accord, donc vraiment à suivre, à lire et informons autour de nous, autour de cette question fondamentale. Merci beaucoup Jean-Philippe Delsol. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous Alexandre Cugnache. On vous retrouve pour votre chronique dans quelques instants.